abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. À la date d'aujourd'hui, nous avons transmis à la justice 3 dossiers. Nous allons présenter rapidement la synthèse de ces 3 dossiers qui ont déjà été transmis à la justice. Nous avons transmis 3 dossiers qui concernent donc 3 fonctionnaires. Les biens que nous avons identifiés de façon concrète et précise, avec preuve à l'appui, totalisent plus de 4 milliards de francs CFA. Ceci veut dire que ces 3 fonctionnaires possèdent des biens dont la valeur dépasse 4 milliards de francs CFA. Et la loi pour l'Office central et la lutte contre l'enrichissement illicite prévoit que les biens ainsi identifiés doivent être saisis, confisqués, et lorsque la condamnation est définitive, ils doivent être transférés à l'État. C'est donc quelque chose de très concret. Il ne s'agit pas de dire dans telle opération il y a eu de la corruption. Non. Il s'agit de dire un tel fonctionnaire, monsieur X, madame Y, possède 1 milliard de biens alors que son salaire mensuel est de 300 000 francs, cumulé sur la période fait 25 millions ou 30 millions. Il ou elle possède 1 milliard de biens. Comment a-t-il obtenu ces biens? L'intéressé est invité à expliquer déjà à l'Office central comment a-t-il obtenu ces biens. Et lorsque les explications ne sont pas opérantes, ne sont pas convaincantes, alors l'Office central transmet le dossier à la justice. Et c'est ce que nous avons fait dans ces 3 dossiers. Le premier dossier concerne un inspecteur des services de sécurité sociale. Pour préserver l'obligation de la présomption d'innocence, nous évitons aujourd'hui de dire le nom des personnes, ni leur service, mais nous donnons quand même leur corps d'appartenance. C'est donc un inspecteur des services de sécurité sociale. Nous avons identifié concrètement pour cette personne 17 maisons d'habitation, 3 maisons d'habitation qu'il a déjà vendues et une parcelle, 4 véhicules particuliers. La valeur des biens est de 939,31 millions de francs CFA à dire d'expertise. Et là aussi, je précise que l'expertise que nous faisons faire par les experts évaluateurs immobiliers qui sont organisés dans un organe officiel qui s'appelle la Chambre nationale des experts évaluateurs immobiliers. Nous leur demandons de nous donner l'estimation de l'argent qui a été investi par l'agent pour construire, pour acheter. Ce n'est donc pas la valeur vénale. Ce n'est pas de dire aujourd'hui combien vaut la maison. Ce n'est pas cette question. Combien a-t-il été investi dans la maison? Parce que, en fin de compte, c'est cet argent qu'on peut comparer au salaire et aux revenus légitimes. Et c'est là où on peut dire l'intéressé a des biens qui dépassent ses revenus légitimes. Et donc, les valeurs que nous donnons ne sont pas la valeur vénale, mais c'est plutôt l'estimation par des experts immobiliers de l'argent qui a été investi pour acheter les parcelles, pour construire et pour mettre en valeur. Et donc, pour cette personne, nous sommes à 20 maisons, 4 véhicules pour 969 millions. Or, en 6 ans, de 2014 à 2019, tout ce que cette personne a perçu officiellement, les salaires, les accessoires de salaire, les indemnités, les frais d'émission, tout ce qui était officiel totalise 63 millions de francs CFA. Dans la même période, elle a acquis des biens pour 969 millions. Et les 163 millions, c'est sans compter le fonctionnement de sa famille. Le dossier suivant. Le dossier suivant concerne un inspecteur des finances. Nous avons identifié pour cette personne 18 maisons d'habitation, dont sa résidence, qui est un bâtiment R+3, plus 3 étages, avec une piscine, la maison a coûté 400 millions de francs CFA, dans laquelle vit la personne avec sa famille. Pendant que l'enquête était en cours, la personne a vendu
3 maisons d'habitation. En réalité, à brader des villas à l'ACI Bako Djikroni, villas entières vendues à 10 millions de francs CFA à ses propres enfants. Nous avons trouvé 18 parcelles non encore bâties, dont beaucoup sont dans l'ACI 2000. Cette personne possède aussi des villas dans l'ACI 2000. Et dans la plupart des ACI de Bamako, ACI Sotiba et ACI Bako Djikroni. Nous avons 10 parcelles qui sont en cours d'identification parce que nous avons rencontré des difficultés au niveau des services fonciers. Certes, j'apprécie, je remercie et je loue la collaboration des services domaniaux et fonciers qui nous ont permis de progresser. Mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Il y a encore des documents, des concessions urbaines d'habitation qui existent, signés, donnés par le maire, mais le même maire n'est pas capable de vous amener sur le terrain et vous montrer le terrain qu'il a vendu. Et donc, ce sont ces cas que nous sommes en train de traiter aujourd'hui. Pour cette personne, il y a donc 10 parcelles dont pour le moment nous ne savons pas s'il y a des maisons là-dessus ou pas, que nous n'avons pas pu physiquement identifier sur le terrain, pas parce qu'on ne l'a pas cherché, mais parce que l'organisation des archives et la conservation des plans ne nous ont pas permis de voir. Mais nous continuons le travail et nous allons retrouver ces maisons parce que nous savons qu'elles existent. Nous allons les retrouver, quelle que soit la façon d'y procéder. Cette personne a donc 5 voitures et beaucoup de biens sont au nom de ses enfants, notamment une fille qui aujourd'hui a 14 ans. Et pendant l'enquête, comme j'ai dit, cette personne a vendu des maisons à ses propres enfants. Et le total des biens s'élève à 1,751 milliard de francs CFA, encore une fois, selon les rapports d'expertise. Alors que sur 6 ans, de 2014 à 2019, cette personne a perçu 27 millions de francs CFA, tout son salaire, tous les accessoires de salaire, tous les revenus légitimes confondus. Il a 27 millions, mais il a accumulé à peu près dans la même période des biens pour 1,751 milliard de francs CFA. Encore qu'il y a beaucoup de biens que nous n'avons pas encore fini d'identifier. Le troisième dossier concerne aussi un inspecteur des finances. Pour cette personne, nous avons identifié 20 bâtiments, dont 17 maisons d'habitation, 2 écoles privées, dont une école est construite sur un espace de 2000 m² sans laisser un seul mètre carré libre, en R+1. Une ferme agricole mise en valeur, 46 parcelles dont l'essentiel est en titre foncier, 2 maisons d'habitation, déjà vendues en réalité, un bâtiment commercial aussi vendu, et là aussi on a 2 parcelles non identifiées, travail qui est en cours. Cette personne a beaucoup utilisé des prête-noms. Ses enfants de 2 ans, de 4 ans, de 6 ans possèdent des maisons de 300 millions, de 100 millions, de 200 millions, etc. Parce que la technique de la personne est de mettre les biens sous le nom de ses enfants. Et la plupart des enfants d'ailleurs ont eu des biens quand ils avaient 10 mois ou 18 mois pour le plus âgé. La valeur des biens que nous avons identifiés pour cette personne est de 1,562 milliard de francs CFA. Encore une fois, à dire d'expertise. Le revenu total de la personne sur les 6 ans est de 29,47 millions de francs CFA. Ce sont donc les dossiers que nous avons aujourd'hui déjà transmis à la justice. Et la loi dit que lorsque l'Office central transmet à la justice, techniquement il est dessaisi, mais nous sommes en train de travailler avec la justice, avec la compréhension et l'accompagnement du ministre de la Justice, pour que, malgré cette disposition légale,
l'Office central et les pôles économiques et financiers puissent quand même coopérer, collaborer. Et je peux vous assurer que nous avons une collaboration efficace à la date d'aujourd'hui. Nous avons une coopération très active, très dynamique, entièrement à notre satisfaction. Et nous pouvons augurer que si nous continuons sur ce train et sur ce train, nous pourrons avoir des résultats encore beaucoup plus intéressants dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et justement, pour collaborer avec la justice, nous avons des moyens de communication à la disposition des citoyens. Un site internet www.oclé.ml qui a été lancé le 9 décembre 2019, d'ailleurs dans une cérémonie présidée par le garde des Sceaux. Le site internet a une page d'information et de dénonciation en ligne. Nous pouvons être saisis par email à info@oclé.ml, par téléphone 29 20 29 12 29 ou 20 29 12 26. Nous avons un numéro vert qui a été lancé le 9 décembre, qui est opérationnel, le 80 00 22 22. Ce n'est pas le seul moyen pour nous saisir. Celui qui veut nous saisir peut se déplacer physiquement pour aller à l'office central. Nous avons des équipes qui vont la recevoir ou le recevoir. La personne peut téléphoner sur n'importe quel numéro. La personne peut nous envoyer un email. Nous avons une lettre par la poste. D'ailleurs, nous avons une boîte postale. J'ai oublié le nom, monsieur le secrétaire général. C'est E combien? 39. E 39 77. Donc, tous les moyens sont mis en place. Nous avons une page Facebook et d'autres réseaux sociaux sur lesquels les citoyens peuvent non seulement nous poser des questions pour savoir, pour avoir des informations, mais aussi s'il y a lieu, dénoncer, parce que ce n'est pas nous, mais c'est la loi qui dit que les citoyens, personnes physiques ou personnes morales, indépendamment de toute considération de nationalité, peuvent donner des informations à l'Office central. Ce n'est pas nous qui sommes en train de dire venez vers nous, mais c'est la loi qui a dit aux citoyens allez vers l'Office central, donner des informations. Nous ne faisons que mettre en place les plateformes permettant la mise en œuvre de cette disposition. Nous avons aussi un mécanisme de traitement avec la justice. Nous collaborons beaucoup et en particulier si nous avons des informations précises sur des cas de corruption en cours, un pot de vin en cours d'être remis, le mécanisme que nous avons en place aujourd'hui permet, par les parquets, d'organiser une arrestation en flagrant délit des personnes qui sont en train de recevoir des pots de vin. C'est un dispositif qui est aussi en place, qui est déjà fonctionnel, en accord avec le ministre de la Justice, les parquets, les 3 parquets de Bamako, Kai et Mopti. Et tout ça, l'Office central, donc, comprend des personnalités. On ne va pas trop insister sur le nom, passer ou revenir sur la diapo suivante pour protéger l'identité des membres de l'Office central. La loi a organisé l'Office central en 2 organes. Le président est un organe, le conseil est un organe. Le conseil comprend 12 personnes, dont le président, et ce conseil, les 12 personnes sont d'un côté les représentants de l'État, 6 personnalités qui représentent directement l'État, 3 magistrats désignés par le chef de l'État, dont j'en suis un représentant des administrations financières, 2 officiers de police judiciaire, l'un de la police nationale, l'autre de la gendarmerie nationale, proposé par le ministre de la Sécurité et désigné par le ministre de la Justice. Nous avons 6 représentants de la société civile au sens vraiment assez large, où il y a un représentant des ordres d'experts comptables, un représentant du Conseil national du patronat malien, un représentant du Conseil national de la société civile, un représentant de la HAC. Donc vous avez des représentants à l'Office central. Vous devez donc considérer l'Office central comme étant votre structure, parce qu'en réalité, vous avez un représentant au sein des conseils de l'Office central. Vous, de la presse, je veux dire. Un représentant de la régulation des marchés publics et enfin un représentant de la Commission nationale des droits de l'homme. C'est donc une instance collégiale. Certes, le président apparaît
parce que la loi dit qu'il dirige, qu'il représente la structure, mais les décisions importantes sont prises par ce collège de 12 membres. Chaque personnalité a une voix. La voix du président ne devient prépondérante que s'il y a égalité des voix. Et donc, pour les dossiers que je vous ai présentés, le processus est très long, avec beaucoup de précautions tendant à protéger la présomption d'innocence et aussi les données à caractère personnel. La première étape, c'est d'abord que le conseil des 12 personnalités se réunit sur un dossier pour savoir s'il y a lieu ou pas d'ouvrir une enquête. Que ce soit une dénonciation, que ce soit l'exploitation d'un rapport, ou bien dans un article, il vous arrive de relayer des informations relatives à la corruption, et soyez certains que tous les cas de corruption dont vous avez traité dans la colonne de vos journaux sont archivés à l'Office central, sont en cours d'exploitation. Et donc, dans tous ces cas, il y a d'abord une délibération pour décider est-ce que dans ce cas, les conditions générales sont réunies pour ouvrir une enquête. Est-ce que ceci concerne un fonctionnaire? Est-ce que les biens en cause paraissent suffisamment pertinents par rapport à l'allocation des ressources même internes au CLI? Je vous ai dit que nous n'avons que 4 enquêteurs par rapport à notre capacité de production. Donc, une première décision est prise. On dit on peut ouvrir une enquête. Et donc, nous avons un pôle qui s'appelle pôle investigation, dirigé par un magistrat, ancien secrétaire général du ministère de la Justice. Donc, ce pôle fait un premier travail de collecte d'informations sur le cas. Et ensuite, une deuxième fois, le conseil des 12 personnalités s'est réuni pour poser la question est-ce que les informations réunies sont suffisantes pour aller vers une véritable investigation, pour approfondir, aller sur le terrain, entendre des gens. Là aussi, nous décidons à la majorité, si la décision est de procéder à l'investigation, alors une équipe est constituée avec un membre du conseil de l'Office central qui dirige et 2 officiers de police judiciaire. Pour le moment, c'est ce que nous pouvons faire pour aller sur le terrain et mener des enquêtes pour ressortir des résultats comme ceux qui vous ont été présentés. Et donc, un rapport va être élaboré. Ce rapport, une 3e fois, vient devant le conseil de l'Office central pour dire mesdames et messieurs les membres de l'Office, voilà les résultats que nous avons obtenus. Est-ce que vous pensez que ces informations réunies sont suffisantes pour laisser penser qu'il y a un enrichissement illicite susceptible d'être transmis à la justice? Là aussi, sur la base des informations contenues dans le rapport, le Conseil décide de transmettre ou de ne pas transmettre à la justice en fonction de la consistance des informations réunies. Pour les 3 cas, le Conseil a unanimement décidé que les informations réunies sont suffisamment pertinentes pour saisir la justice et ce qui a été fait. Pouvons donc passer sur ça. Allez-y. Nous pensons que l'Office central a une mission qui nécessite une synergie d'action. Je l'ai beaucoup de fois dit, répété, ressassé, quelquefois sérilé. Il faut une synergie d'action entre les structures publiques, les populations, les médias et les partenaires de tous ordres. Nous lançons donc un appel à tous, à toutes les couches socio-professionnelles, à toutes les populations, pour prendre part à ce combat, qui doit être un combat collectif, parce qu'il nuit à tous. Il nuit à chacun, il nuit à tous. Chacun et tous devraient donc se sentir, se voir en mission. Nous nous y engageons et nous souhaiterons que chacun s'y engage aussi. Car il est notre responsabilité à tous d'adopter les bonnes pratiques pour faire face à la corruption et à l'enrichissement illicite. Encore une fois, je vous remercie d'être venus massivement. Merci et je suis à vous pour les questions, j'espère bien. Merci beaucoup.